Ok, bonjour à tous. On se retrouve enfin pour le cours sur le cycle de Krebs. Vous en avez entendu parler depuis le début du semestre, en physio, en bioche, en toutes les matières, et vous allez enfin le voir. Je suis très content de vous faire ce cours aujourd'hui, donc on est parti, on va pas épiloguer plus longtemps. On est parti pour le cycle de Krebs. Donc, d'abord, on est dans la suite du cours sur la PDH. Donc, je vous ai dit qu'on avait un enchaînement de 4 cours sur la métabo-mitochondriale. On a la PDH, on a le cycle de Krebs, et ensuite, les cours qui vont arriver, ça va être la CRM et l'ATP synthase. Donc, d'abord, pour vous mettre un peu dans le contexte, on avait notre molécule de glucose qui a fait la glycolyse. À la fin de la glycolyse, on obtient un pyruvate. Ce pyruvate, on l'a vu dans le cours sur la PDH, il va se faire transformer en acétyl-CoA. Et là, l'acétyl-CoA, une fois synthétisé, on va pouvoir le faire rentrer dans le cycle de Krebs. Donc d'abord, ce qu'on vous dit, c'est une sorte de petit bilan du cycle en guise d'introduction. Vous allez avoir pas mal d'infos, mais toutes ces infos, vous les reverrez pendant le cours. Donc, vous inquiétez pas. Alors d'abord, ce qu'on nous dit au début, c'est que le cycle de Krebs, c'est une voie mitochondriale. Donc ça, on l'a vu avec la pyruvate déshydrogénase, mais notre acétyl-CoA, il va être dans la matrice mitochondriale. À l'exception d'une enzyme du cycle, donc il va y avoir 8 étapes, et dans ces 8 étapes, il va y en avoir une qui va être catalysée par la succinate déshydrogénase, qui ne va pas être dans la matrice mitochondriale, mais ça, on le verra plus tard. Le cycle de Krebs, il va permettre l'oxydation de l'acétyl-CoA en CO2. Donc on va voir qu'on va libérer du CO2. Il va générer des coenzymes réduites, donc 3 NADH plus H+, et 1 FADH2. Mais ça aussi, on le verra pendant le cycle. Ces coenzymes réduites, ça va être le cœur du cours sur la CRM, mais ces coenzymes réduites vont se faire réoxyder au niveau de la CRM. Donc ça, ce sera pour le cours d'après. Et c'est ça qui va générer de l'énergie. Et maintenant, l'info qui est la plus importante pour moi, mais c'est une voie qui est uniquement aérobie. Ça, on ne fait que vous répéter depuis le début de l'année, mais les mitochondries, elles fonctionnent seulement en aérobie. Et comme le cycle de Krebs, il est dans la mitochondrie, alors si on n'a pas de dioxygène, on n'aura pas de cycle de Krebs. Donc voilà, c'est une voie aérobie. On vous l'a dit dans le cours sur la PDH, mais on vous le redit maintenant. Il va représenter l'acétyl-CoA, je parle de l'acétyl-CoA, il va représenter un point de convergence entre les différents catabolismes. Si on vous rappelle le cours sur la pyruvate déshydrogénase, on voit sur un petit schéma qu'on a les glucides qui, par l'intermédiaire du pyruvate, pourront donner de l'acétyl-CoA. On a les acides aminés qui, par l'intermédiaire des acides aminés cétoformateurs, vont pouvoir donner de l'acétyl-CoA. Et enfin, les acides gras, ils vont pouvoir, via la bêta-oxydation, donner de l'acétyl-CoA. Donc au final, l'acétyl-CoA, c'est bien un point de convergence de toutes les sources énergétiques vers cette molécule. Maintenant, le cycle de Krebs, donc, il se produit dans la mitochondrie. Il va du coup se produire dans toutes les cellules qui ont des mitochondries. Donc attention, les globules rouges n'ont pas de mitochondries, donc il n'y aura pas de cycle de Krebs dedans. Il y aura 8 réactions, dont 4 réactions qui vont être une oxydation et une réaction qui va produire du GTP. Ça, on le verra plus en détail pendant le cycle. Et on va voir aussi qu'on va éliminer 2 carbones sous forme de CO2. Donc maintenant, la raison pour laquelle vous entendez parler du cycle de Krebs depuis maintenant 2-3 mois, c'est que c'est une voie métabolique qui va permettre de générer de l'énergie. Et 95% de l'énergie qui va être utilisée par le corps, elle vient du cycle de Krebs. Donc c'est vraiment une voie métabolique super importante et qui est vraiment vitale. Et maintenant, on vous donne une petite vue d'ensemble sur le cycle de Krebs que vous pourrez revoir une fois que vous avez vu le cycle en détail, mais c'est vraiment l'essentiel là-dedans qu'on a dans ce schéma. Mais on vous dit que d'abord, le point d'entrée du cycle de Krebs, ça va être l'acétyl-CoA. L'acétyl-CoA qu'on a synthétisé au cours précédent sur la pyruvate déshydrogénase. Cet acétyl-CoA, ça va être une molécule qui va avoir 2 carbones. On les voit ici, on en a un là, un là. Donc on va avoir 2 carbones et il va fusionner pour sa première étape avec l'oxaloacétate.
L'oxaloacétate, vous connaissez cette molécule, c'est une molécule qui a 4 carbones. Et donc cette fusion, elle va donner une molécule qui a 6 carbones, qui est le citrate. Vous voyez aussi que on a deux étapes où on va perdre un CO2. Ça, on le verra plus en détail, mais étape 3 et étape 4, on va perdre un CO2. Et on voit aussi sur ce schéma qu'on a 4 étapes où on va avoir un coenzyme réduit, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. Il y a 4 étapes qui vont être des oxydations. Et du coup, comme une oxydation est toujours couplée à une réduction, on va se retrouver avec des coenzymes sous forme réduite. Et enfin, on a une dernière réaction qui va être la réaction numéro 5 qui va fournir la seule molécule énergétique parce que ça va être super important. Mais en soi, le cycle de Krebs, ça va pas être une voie métabolique qui va générer beaucoup d'énergie. Ça va pas être une voie métabolique qui va être productrice d'énergie parce que il va y avoir qu'une seule étape qui va libérer une molécule énergétique, à savoir le GTP et l'étape 5. Donc, alors pourquoi on dit que le cycle de Krebs il va permettre de faire de l'énergie? Parce que c'est simplement les coenzymes sous forme réduite qui vont être générés par le cycle de Krebs, qui vont eux aller dans la CRM, la chaîne respiratoire mitochondriale, qui va être le cours que vous allez faire juste après. Et ben c'est ces coenzymes qui vont, via leur réoxydation, permettre de produire beaucoup d'énergie. Donc en soi, le cycle de Krebs, c'est pas une voie métabolique qui est productrice d'énergie, mais elle va être productrice de coenzymes sous forme réduite qui, eux, vont produire beaucoup d'énergie. Mais du coup, sans cycle de Krebs, on n'aura pas ces coenzymes, donc on n'aura pas d'énergie. Maintenant, on rentre dans le gros du cycle de Krebs. On va voir la voie métabolique plus en détail. Ça va être de la biochimie pure et dure. On va voir le fonctionnement du cycle de Krebs. Donc, la première étape, on vous en a parlé en amont, mais ça va être la condensation. Donc, notre acétyl-CoA, ça va être notre molécule d'entrée du cycle de Krebs. Donc, ça va être la condensation de l'acétyl-CoA avec l'oxaloacétate. Ça va être une réaction qui va être synthétisée par la citrate synthase. Et le produit de la réaction, ça va être le citrate. Ça va être une réaction qui va être irréversible et très exergonique. On voit ici qu'on incorpore une molécule d'eau et qu'on relargue le CoASH parce que, regardez, l'acétyl-CoA, c'est un acétyl donc qui a deux carbones reliés au coenzyme A. Le citrate, lui, il n'a pas de coenzyme A parce que on a relâché le coenzyme A de l'acétyl-CoA. Donc voilà, c'est une réaction qui va se produire assez facilement, même si on a une faible concentration d'oxaloacétate, et cette phrase, elle aura un sens à la fin du cycle. Donc voilà pour cette réaction, mais on a un petit point sur la régulation, et moi j'aime bien dire que c'est la partie la plus importante de la biochimie, c'est savoir quand est-ce qu'on va vouloir produire de l'énergie, quand est-ce qu'on va vouloir stocker de l'énergie, tout ce qui est anabolisme, catabolisme en fonction des besoins de la cellule. Pour moi, c'est une partie très importante à comprendre, mais ce qu'on nous explique, c'est que prenons un cas où la charge énergétique de la cellule, elle augmente. Si on a beaucoup d'énergie, ça veut dire qu'on n'a pas envie d'en faire plus. Donc, le flux du cycle de Krebs, il va diminuer, parce que le cycle de Krebs, il permet de faire de l'énergie. Donc, le flux va diminuer si on a déjà beaucoup d'énergie. Si du coup on a beaucoup d'énergie, ce qu'on va vouloir faire, c'est plutôt stocker cette énergie. On va pas pouvoir en faire, on va pas pouvoir en utiliser, on va vouloir stocker l'énergie. Alors on va faire cette réaction, l'oxaloacétate va se transformer en citrate, et là le citrate, il va pouvoir sortir de la mitochondrie via un système de navette. Il pourra aller dans le cytoplasme, et dans le cytoplasme, il va y avoir une enzyme qui va l'attendre, qui est la citrate lyase, qui va du coup casser ce citrate en acétyl-CoA et en oxaloacétate. Attention, c'est quand même une réaction qui est irréversible. Mais le citrate peut quand même redevenir de l'acétyl-CoA et de l'oxaloacétate via une autre enzyme. Donc la réaction du cycle de Krebs qui transforme l'oxaloacétate et l'acétyl-CoA en citrate, c'est une réaction synthétisée par la citrate synthase. Mais si on veut faire la réaction dans l'autre sens, c'est une autre enzyme. Donc attention, c'est deux réactions qui sont irréversibles. Donc, ce qu'on disait, c'est que le citrate sortait de la mitochondrie pour aller dans le cytoplasme. Et on vous l'a dit, on a envie de stocker l'énergie. Donc, le citrate, une fois transformé en oxaloacétate et en acétyl-CoA, et ben cet acétyl-CoA, il va pouvoir rentrer dans la synthèse de cholestérol et des acides gras. Et c'est pour ça que les acides gras, c'est une forme de stockage de l'énergie, parce que quand on a trop d'énergie, on va vouloir stocker, on va faire sortir le citrate, faire de l'acétyl-CoA,
et faire de la lipogénèse. Voilà, j'espère que c'est bien compris cette partie. Vous pourrez revoir cette partie de la vidéo plusieurs fois, vous pouvez vous poser pour essayer de bien comprendre. Mais tout ce qui est modification des voies métaboliques qu'on va utiliser en fonction des besoins de la cellule, je trouve ça assez important à comprendre pour bien comprendre l'essence de la biochimie. Mais voilà, c'était un peu long, mais c'est tout pour la première étape. Maintenant, la deuxième étape, ça va être une étape d'isomérisation. Donc, on va partir du citrate pour faire du déisocitrate. L'enzyme, ça va être l'aconitase. Et ça va pas être une réaction qui va se faire d'un coup. Ça va être une réaction qui va avoir un intermédiaire. Donc, en réalité, on a une étape intermédiaire qui va être le 6-aconitate. Ça va être une réaction qui va être réversible et endergonique. Et on va avoir l'utilisation de deux coenzymes qui est le glutathion et un centre fer-soufre. Il n'y a rien à comprendre là-dessus, c'est juste qu'il faut savoir qu'il y a deux coenzymes. Et vu qu'il y a un intermédiaire, il va y avoir deux étapes. Une déshydratation, donc le citrate, il va devenir du 6-aconitate en se faisant déshydrater. Et puis il va y avoir une réhydratation du 6-aconitate pour devenir du déisocitrate. Donc au final, on perd une molécule d'eau, on gagne une molécule d'eau, donc on n'utilise rien en particulier. Et on nous détaille aussi un petit truc de chimie, c'est qu'il y a un déplacement stéréospécifique du groupement OH vers le carbone bêta provenant de l'oxaloacétate. C'est une phrase assez compliquée pour dire que on a le OH qui est ici sur ce carbone, il va hop se déplacer sur celui-là. Et on dit que c'est un carbone bêta, c'est un peu comme carbone alpha, c'est juste pour dire qu'il est asymétrique. Ça peut être alpha, bêta, n'importe quelle lettre, c'est juste pour dire qu'il est asymétrique. Voilà, c'est tout pour cette étape. Maintenant, étape 3, du coup, on est avec le déisocitrate. Et ça va être notre première oxydation. On va oxyder le déisocitrate pour qu'il devienne de l'alpha-cétoglutarate. L'alpha-cétoglutarate, c'est une molécule que vous connaissez, que vous avez vu dans le cours sur les acides aminés. Mais ça va être une réaction qui va être catalysée par l'isocitrate déshydrogénase. Déshydrogénase parce qu'elle va voler des hydrogènes à l'isocitrate. On va utiliser notre premier NAD+. Donc le NAD+, qui est sous forme oxydée, il va voler deux hydrogènes au déisocitrate. Donc il va devenir hop du NADH plus H+. C'est notre premier coenzyme réduit. Et c'est une décarboxylation oxydative. Donc oxydative parce qu'on oxyde. Et c'est une décarboxylation. Donc on voit ici hop qu'on perd un CO2. Si on compte le nombre de carbone sur le déisocitrate, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et si on compte le nombre de carbone sur l'alpha-cétoglutarate, on n'en a plus que 1, 2, 3, 4 et 5. On a bien un CO2 qui s'est perdu. Donc voilà pour cette réaction. L'important à savoir, c'est que on va libérer un NADH plus H+, et un CO2. Maintenant, la quatrième étape, ça va être la deuxième décarboxylation oxydative. Donc ça va être exactement le même principe. On va avoir du coup notre alpha-cétoglutarate qui va être synthétisé, qui va devenir du succinyl-CoA. Alors, l'enzyme, ça va être l'alpha-cétoglutarate déshydrogénase. Donc, c'est la même chose. On a le NAD+, qui va venir voler deux hydrogènes à l'alpha-cétoglutarate. Donc, on va générer un NADH plus H+. On va perdre aussi un CO2. Si on compte 1, 2, 3, 4, 5, ici, on n'en a plus que 1, 2, 3, 4. On a bien un CO2 qui s'est perdu. Et seule différence avec la réaction numéro 3, cette fois-ci, on va utiliser un CoASH pour que l'alpha-cétoglutarate devienne du succinyl-CoA. Donc voilà, on a une utilisation d'un coenzyme A. Et on nous fait un petit aparté sur cette enzyme du coup qui est l'alpha-cétoglutarate déshydrogénase. On nous dit que ça fonctionne un peu comme la pyruvate déshydrogénase. Donc en réalité, c'est pas une enzyme, ça va être aussi un complexe enzymatique qui lui aussi va être composé de 3 enzymes et qui lui aussi va utiliser 5 coenzymes. Donc, alors oui, il faut savoir toutes les enzymes et tous les coenzymes, mais pas de panique, c'est exactement les mêmes enzymes et les mêmes coenzymes que la pyruvate déshydrogénase. Donc si vous avez bien appris le cours sur la pyruvate déshydrogénase, alors normalement il n'y a pas de souci. La seule différence avec la PDH, c'est que si vous vous rappelez bien, sur la PDH, on va avoir une régulation covalente, notamment via la PDH kinase et la PDH phosphatase.
Cette fois-ci, on n'a pas de régulation covalente, ça va être que des régulations allostériques. Et la seule info qu'il y a à savoir en plus, c'est que dans tous les coenzymes qu'on a, il va y en avoir trois qui vont être liés, qui vont être le TPP, l'acide lipoïque et le FAD, et deux qui vont être libres, à savoir le NAD+, et le CoASH. Sinon, à part ça, c'est vraiment la même chose que la PDH. Et on nous fait un autre aparté là-dessus. Mais les deux molécules qui sont impliquées dans cette réaction, ça va être des intermédiaires réactionnels, des carrefours métaboliques au sein de plusieurs voies métaboliques. Par exemple, l'alpha-cétoglutarate qui est ici, je vous l'ai dit, c'est une molécule que vous connaissez. Ça va être une voie d'entrée d'abord dans le cycle de Krebs. Donc si on a de l'alpha-cétoglutarate, on va pouvoir le faire entrer dans le cycle de Krebs. Mais ça va aussi être une molécule qui fait partie de la navette malate-aspartate. Regardez, ici, c'est la navette malate-aspartate qu'il y a dans le cours catabolisme des acides aminés. On a ici notre alpha-cétoglutarate qui fait bien partie de la navette, donc c'est aussi un intermédiaire réactionnel de cette navette. Donc au final, l'alpha-cétoglutarate, il peut faire plusieurs choses différentes. Et c'est pareil pour le succinyl-CoA, sauf que ça, vous n'en avez pas entendu parler. Le succinyl-CoA, ça va être un élément qui va être important pour la synthèse de l'hème. Ce ne sera pas une voie métabolique que vous allez voir. Et par contre, il va être utilisé pour fabriquer les corps cétoniques. Ça, par contre, vous allez le voir. Sauf dans le foie. Attention, on vous dit que c'est non hépatique. Voilà, c'est tout pour cette réaction. Maintenant, du coup, on a formé notre succinyl-CoA et on va vouloir le transformer en succinate. L'enzyme, ça va être la succinyl-CoA synthétase. Alors, je vous l'admets, le nom succinyl-CoA synthétase, on pourrait se dire c'est pour faire le succinyl-CoA, ça aurait été logique. Mais non, c'est bien pour faire du succinate. Et l'enzyme a ce nom-là parce que c'est une réaction qui va être réversible. Donc si on va dans le sens du succinate vers le succinyl-CoA, le nom succinyl-CoA synthétase, ça prend son sens. Mais vu qu'on est dans le cycle de Krebs et qu'on veut faire du succinate, alors je vous avoue, ça paraît pas très logique. Mais c'est bien succinyl-CoA synthétase. Ça va être une réaction qui va être réversible et hexergonique. On va relarguer un coenzyme A parce que regardez, on a du succinyl-CoA, après on a du succinate et on n'a plus le coenzyme A. Et ça va être une réaction qui va libérer un GTP. Regardez ici, on a un GDP. On va lui mettre un phosphate inorganique, donc GDP pour 10 phosphates, on a 2 phosphates, plus un phosphate inorganique, on a du GTP, donc guanosine triphosphate. Donc pour le GTP, on vous en a peut-être pas parlé, mais retenez que c'est vraiment un équivalent de l'ATP. ATP c'est pour adénosine triphosphate, GTP c'est pour guanosine triphosphate. Donc c'est aussi une molécule énergétique et ça va être du coup la seule réaction du cycle de Krebs qui va permettre de libérer une molécule énergétique. Et là, on vous fait un petit détail sur comment est-ce qu'à partir du GTP, on va pouvoir obtenir de l'ATP. Tout simplement, le GTP avec de l'ADP, donc TP triphosphate, DP diphosphate, donc en tout là on a 5 phosphates. Le GTP va pouvoir céder un phosphate à l'ADP pour tout simplement donner du GDP et de l'ATP. On a encore 5 phosphates, sauf que cette fois-ci on a un ATP. Et l'enzyme, ça va être la nucléoside diphosphate kinase. Pourquoi elle s'appelle comme ça? Tout simplement parce que l'ADP, donc adénosine diphosphate, l'adénosine, vous l'avez vu en biomol, c'est un nucléoside. Diphosphate, parce qu'on a deux phosphates, donc c'est bien un nucléoside diphosphate. Et kinase, parce que kinase, c'est les enzymes qui vont phosphoryler. Donc ça va être une enzyme qui va phosphoryler un nucléoside diphosphate, donc un ADP, pour faire de l'ATP. Voilà, c'est tout pour la réaction numéro 5. Maintenant, réaction numéro 6, on a notre succinate. Donc le succinate qu'on vient de générer, il va se faire transformer en fumarate. Ça va être la fameuse réaction qui ne va pas se passer dans la matrice mitochondriale, mais qui va se passer au niveau de la membrane interne, parce que l'enzyme qui catalyse cette réaction, donc la succinate déshydrogénase, ça va être une enzyme qui va être ancrée à la face interne de la membrane interne mitochondriale. Ça va être une réaction réversible et ça va être encore une oxydation parce que on voit qu'on utilise un FAD qui va voler deux hydrogènes au succinate et donc on va rendre un FADH2. Voilà. Donc maintenant on a notre fumarate.
Ce fumarate, on va vouloir le transformer en L-malate. Donc l'enzyme, ça va être la fumarase. Elle va hydrolyser le fumarate. Regardez, on voit ici qu'on utilise un H2O, donc c'est une hydrolyse, et ça va être une réaction qui va être réversible et faiblement exergonique. C'est tout pour cette réaction. Maintenant, huitième et dernière réaction, ça va être notre dernière oxydation. Ça va être la malate déshydrogénase qui va oxyder le malate à l'aide d'un NAD+, qui va rendre encore une fois un NADH+, H+, et on va obtenir de l'oxaloacétate. Oxaloacétate qu'on avait à la première réaction, donc c'est bien un cycle. Et donc ça va être une réaction endergonique et réversible. Et voilà, c'était la dernière réaction du cycle de Krebs. Bon, on continue le cours sans caméra, petit problème technique, mais c'est pas grave. Donc, on avait fini la huitième et dernière réaction, et là on a une petite phrase assez compliquée à comprendre au début, donc je vais vous expliquer. Mais on nous dit que l'équilibre de la réaction est en faveur du malate. Donc c'est une réaction, vous voyez, qui est réversible, donc qui peut soit donner de l'oxaloacétate, soit donner du malate. Donc cette réaction, elle va être en faveur du malate, c'est-à-dire elle va plutôt avoir tendance à donner du malate. Et pourquoi elle est en faveur du malade? C'est pour maintenir des basses concentrations en oxaloacétate. Il faut bien garder à l'esprit que c'est un cycle. Donc, la réaction qui va suivre celle-ci, ça va être la première réaction, donc la formation de citrate. Et comme la réaction suivante, donc la synthèse du citrate, c'est une réaction, on l'a vu, qui était fortement exergonique, alors ça va éviter d'avoir trop d'oxaloacétate, ça va éviter que le cycle ne s'emballe et fasse des tours et des tours de cycle. Ça va maintenir du coup des basses concentrations en oxaloacétate et on ne va pas trop enchaîner les tours de cycle. Parce que vu que la réaction qui va suivre est fortement exergonique, c'est une réaction qui va se faire spontanément. Donc vaut mieux qu'on ait moins d'oxaloacétate et comme ça on n'a pas un cycle qui va s'emballer. Et voilà, on peut enfin faire le bilan du cycle de Krebs. Donc c'est assez important, donc on va voir molécule par molécule pourquoi est-ce qu'on a ça, pourquoi est-ce qu'on a ça. Donc d'abord de l'acétyl-CoA, c'est logique, c'est la molécule d'entrée du cycle de Krebs, donc au début on utilise de l'acétyl-CoA. On a quatre réactions d'oxydation. Donc dans les quatre réactions d'oxydation, il y en a trois qui vont utiliser du NAD+, et trois qui vont utiliser du FAD. On a une réaction qui va générer du GTP et pour générer du GTP, on va utiliser un GDP et un phosphate inorganique. Et on a deux réactions dans l'eau qui vont utiliser une molécule d'eau. Ça, c'est pour les molécules qu'on va utiliser. Maintenant, pour les molécules qui vont être libérées, il y a deux réactions, la 3 et la 4, qui vont être des réactions de décarboxylation. Donc, on va libérer deux CO2. Les NADH+, H+, et FADH2, c'est les oxydations qui ont donné du coup des coenzymes réduits. Le GTP, du coup, c'est la réaction numéro 5. Et le CoASH, c'est la première réaction, c'est l'acétyl-CoA qui va libérer son CoASH. Donc en soi, on vous le répète, le cycle de Krebs, de manière directe, il n'est pas forcément très producteur d'énergie. Il y aura que le GTP qui va être produit. Mais ce qu'on vous dit, c'est que les coenzymes réduits, ce qu'on vous disait du coup au début du cours, ils vont pouvoir rentrer dans la CRM. Et c'est cette CRM, cette oxydation des coenzymes réduits, qui, elle, va générer des molécules d'ATP. Et ça, on le verra dans le cours d'après. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que chaque NAD+, qui va être réoxydé au niveau de la CRM, va générer 3 ATP, et ça va être 2 ATP pour les FADH2. Voilà. Maintenant, il y a plein de molécules dans le cycle de Krebs dont vous avez déjà entendu parler. Vous connaissez par exemple l'oxaloacétate, l'alpha-cétoglutarate, et pour cause, c'est beaucoup de carrefours métaboliques, donc des molécules qui vont participer à différentes voies métaboliques autres que le cycle de Krebs. Donc on va voir molécule par molécule lesquelles vont pouvoir participer à d'autres réactions métaboliques. Donc d'abord, on va avoir l'oxaloacétate. Comme on vous l'a dit pendant le cours sur la pyruvate déshydrogénase, l'oxaloacétate, il va pouvoir s'orienter vers la néoglucogénèse parce que si vous vous rappelez de votre cours sur la néoglucogénèse, l'oxaloacétate, c'est la première étape de cette voie métabolique. Mais l'oxaloacétate, il va pouvoir aussi rentrer dans la synthèse des acides aminés parce que si on regarde dans le cours sur le catabolisme des acides aminés,
On voit ici que par transamination, on a l'oxaloacétate qui, couplé avec du glutamate, va pouvoir faire par exemple de l'aspartate. Donc voilà, c'est pour ça que l'oxaloacétate peut aller dans la synthèse des acides aminés. Maintenant, le citrate, lui, il va pouvoir s'orienter dans la lipogénèse, donc c'est ce qu'on avait dit au début du cours, pendant la première réaction, en sortant de la mitochondrie, vous vous rappelez. L'alpha-cétoglutarate, lui, il va pouvoir rejoindre la navette malate-aspartate, on en parlait tout à l'heure, et pareil, il va pouvoir rejoindre la synthèse d'acides aminés. Ici, on a l'alpha-cétoglutarate. Le succinyl-CoA, lui, on l'avait vu dans le petit aparté, mais il va pouvoir s'impliquer dans la cétolyse ou la synthèse de l'hème. Ici, là, on a toutes les molécules qui vont pouvoir aller dans d'autres voies métaboliques. Donc on a ici le citrate qui va pouvoir hop sortir de la mitochondrie pour aller dans le cytoplasme, donner de l'acétyl-CoA et aller dans la synthèse des acides gras, c'est ce qu'on disait au début du cycle. On peut avoir par exemple l'oxaloacétate qui va pouvoir hop faire du glucose, c'est la néoglucogénèse, ou alors faire d'autres acides aminés. Et on va avoir l'alpha-cétoglutarate, lui, qui va pouvoir donner d'autres acides aminés. Maintenant, on nous dit que le rapport citrate sur isocitrate, il va commander la vitesse de production de l'acétyl-CoA. Et c'est assez logique parce que si on a un rapport citrate-isocitrate qui est élevé, donc si on a beaucoup de citrate, on va vouloir faire moins d'acétyl-CoA parce que si on a beaucoup de citrate, c'est qu'on a beaucoup d'énergie et donc ça va ralentir le cycle. Et à l'inverse, si on a un bas rapport, le citrate, il va plutôt faire le cycle et il va pas sortir de la mitochondrie. Donc c'est pour ça que le rapport citrate-isocitrate, il va être important dans la régulation. Et maintenant, on fait un petit point sur la régulation. Donc la régulation, je pense que la prof aime beaucoup ça. Donc on va voir comment est-ce qu'on va réguler le cycle de Krebs. Il va y avoir trois étapes en particulier qui vont être sujettes à la régulation. D'abord, la toute première étape, donc la synthèse du citrate, elle va être inhibée par, on voit ici qu'il y a un petit panneau stop, elle va être inhibée par des fortes concentrations en ATP, en NADH, en citrate et en succinyl-CoA. Si on réfléchit bien, en ATP et en ADH, c'est très logique parce que si on a des fortes concentrations en ces molécules, c'est qu'on a beaucoup d'énergie dans la cellule et qu'on n'a pas envie d'en faire plus. Donc ça va réguler négativement. En citrate, c'est logique parce que c'est la réaction qui est catalysée. Donc si on a beaucoup de citrate, on va pas vouloir en faire plus. Et succinyl-CoA, donc globalement c'est logique parce que c'est un intermédiaire du cycle de Krebs. Mais pourquoi celui-là en particulier, il n'y a pas vraiment d'explication. Faut surtout retenir que pour cette réaction, le succinyl-CoA va être un frein. Donc ça c'est pour ce qui va réguler négativement la première étape. Maintenant, pour cette étape, une forte concentration en ADP, ça veut dire qu'on n'a pas beaucoup d'énergie, ça veut dire qu'on veut faire des tours de cycle de Krebs. Donc ça va réguler positivement cette étape. Ça, c'était pour la régulation de la première étape. Maintenant, on va avoir un nouveau point de régulation dans l'étape qui va transformer l'isocitrate en alpha-cétoglutarate. Là, c'est assez simple. Ce qui va réguler négativement cette réaction, ça va être des fortes concentrations en ATP pour la même raison que la première étape. Et ce qui va réguler positivement cette réaction, ça va être des fortes concentrations en ADP. Ou alors, si on est dans le muscle, ça va être des fortes concentrations en Ca2+. Parce que, on le rappelle, dans le cours sur la PDH, on avait dit que quand le muscle se contractait, on avait beaucoup de Ca2+. Et donc, si le muscle se contracte, c'est qu'on a besoin de faire de l'énergie. Donc, si on a beaucoup de Ca2+, c'est qu'on a besoin de faire de l'énergie. Donc, le Ca2+, va, dans le muscle en tout cas, réguler positivement cette étape. Et pour la dernière étape de régulation, ça va être la transformation de l'alpha-cétoglutarate en succinyl-CoA. Ce qui va réguler négativement, c'est le NADH et le succinyl-CoA. Donc là, le succinyl-CoA, c'est déjà plus logique parce que ça va être le produit de la réaction. Et ce qui va réguler positivement, ça va être dans les muscles, le Ca2+. Et c'est tout pour la régulation. On a une petite phrase pour un peu conclure le cycle de Krebs, mais il sert d'interface entre le catabolisme et l'anabolisme. Pour expliquer cette phrase, c'est assez simple en fait parce que le catabolisme, bah, au final, le cycle de Krebs, c'est une voie de catabolisme de l'acétyl-CoA et l'anabolisme parce que beaucoup d'intermédiaires du cycle de Krebs vont, en fonction des besoins énergétiques, pouvoir former, pouvoir rentrer dans des voies anaboliques. Donc par exemple la synthèse des acides gras
ou la synthèse d'autres acides aminés. Donc voilà, c'est pour ça que le cycle de Krebs, c'est une interface entre le catabolisme et l'anabolisme. Maintenant, pour conclure, ça vraiment, on a l'essentiel dans cette conclusion, mais ça va être la voie finale de l'oxydation du glucose et de toutes les autres molécules énergétiques, hein, donc comme les acides gras et les acides aminés. Donc le glucose parce que on a la glycolyse qui donne du pyruvate et de l'acétyl-CoA, mais aussi les acides gras parce que on a la bêta-oxydation qui va donner de l'acétyl-CoA, et aussi les acides aminés, notamment les acides aminés cétoformateurs, qui vont par cétolyse donner de l'acétyl-CoA. Maintenant, c'est un cycle qui a 8 réactions qui se déroulent toutes dans la matrice, sauf du coup la réaction catalysée par la succinate déshydrogénase, qui est l'exception importante à savoir. 4 réactions sur les 8, donc la moitié vont être des oxydations, donc qui vont libérer des coenzymes réduites. Une réaction va permettre la libération d'un GTP, qui est la réaction numéro 5. Et suite à l'oxydation des NAD+, et du FAD, toutes les coenzymes réduites, elles vont pouvoir rentrer dans la CRM. Je crois que c'est la troisième fois qu'on le dit. Elles vont pouvoir rentrer dans la CRM pour pouvoir produire cette fois-ci vraiment de l'énergie. Donc voilà, au final, le cycle de Krebs, il va fournir des carrefours métaboliques aussi pour d'autres voies de synthèse. Et voilà, c'est tout pour le cycle de Krebs. Là, je vous ai mis un petit moment, un petit instant mémo parce que c'est pas dans le cours, mais ça m'a beaucoup aidé. Ici, on a une petite phrase qu'on n'avait pas les autres années, mais c'est une petite phrase qui permet déjà de retenir tous les intermédiaires du cycle de Krebs. C'est la CIA suspecte un suspect qui fume des Marlboro oxydés. Voilà, c'est assez simple à retenir et vous avez tous les intermédiaires C citrate, I isocitrate, A alpha-cétoglutarate, etc. Au moins, vous n'avez pas besoin de retenir étape par étape qu'est-ce qui se passe. Vous avez la phrase, vous pouvez dessiner votre cycle directement en mettant tous les intermédiaires. Et je vais vous donner un petit tip sur comment moi j'ai appris le cycle de Krebs. Et ça vaut aussi pour d'autres voies métaboliques comme la glycolyse par exemple. Mais plutôt que d'apprendre chaque réaction, qu'est-ce qui s'y passait, je préfère apprendre de cette manière. Regardez. Ici, donc on sait que le cycle de Krebs, c'est un cycle qui a 8 réactions. Et ce que je me disais, c'était que les réactions endergoniques, c'était les réactions 2 et 8. Les réactions qui vont libérer les coenzymes réduits, ça va être la réaction 3, 4, 6 et 8. Les réactions qui vont libérer du CO2, ça va être la 3 et la 4. Et celle qui va permettre de libérer un GTP, ça va être la 5. Comme ça, plutôt que d'apprendre à telle réaction, il se passe ça, 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 je trouvais ça beaucoup plus simple d'apprendre tous les intermédiaires, de savoir qu'il y avait 8 réactions et la libération de ça, elle se fait à telle étape, telle étape, telle étape. Je trouvais ça beaucoup plus simple. Comme ça, si par exemple chez vous, vous voulez refaire un cycle, vous retenez juste la petite phrase mémo avec tous les intermédiaires. Comme ça, hop, vous dessinez votre cycle, vous écrivez tous les intermédiaires. Comme ça, en apprenant les noms, vous pouvez, une fois que vous avez dessiné votre cycle avec tous les intermédiaires, vous dites alors, on va dessiner tous les NADH, donc étape 3, 4, 8. On va dessiner tous les CO2, donc à l'étape 3, à l'étape 4. Voilà, je trouve ça assez, je trouve ça plus simple pour apprendre, mais vraiment, c'est juste un conseil que je vous donne. Vous n'êtes pas obligé de travailler comme ça, c'est juste comme ça, c'était plus simple pour moi pour apprendre. Voilà. Ici, je vous ai mis un gros cycle de Krebs. Juste, attention, là-dessus, il y a une étape en plus. Si on compte, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Parce que, vous voyez, la réaction de transformation du citrate en isocitrate, elle a été détaillée parce qu'on vous avait dit qu'il y avait un intermédiaire réactionnel. Voilà, sur ce cycle de Krebs précisément, on a cette réaction qui est détaillée. Faut pas que ça vous perde, faut pas que ça vous perturbe, mais voilà. Donc voilà, on en a enfin fini avec le cycle de Krebs. Vous voyez, c'est pas un cours qui est si long que ça, c'est surtout une voie métabolique à apprendre. Si vous apprenez, comme je vous ai dit, avec la phrase mémo plus les numéros, au final, ça s'apprend super vite. Et puis après, on a toutes les petites subtilités à savoir, comme le petit aparté sur l'alpha-cétoglutarate déshydrogénase, comme les différents carrefours métaboliques à savoir, comme la régulation aussi, surtout, ça c'est super important. Mais voilà, c'est pas un cours qui est si long. J'espère que vous avez bien aimé. J'espère que la vidéo, ça vous a plu, que ça vous a bien aidé, que ça a été clair. Si vous avez des questions, ça bouge pas. N'hésitez pas à aller sur le forum.
En attendant, moi, je vous souhaite bon courage dans vos révisions. N'hésitez pas à me faire plein de retours et voilà, courage à tous.